Et si je me faisais Into the Spider-Verse pour me rafraîchir la mémoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique où je vais vous parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Oh yeah! I'm bilingue. J'étais déjà conquis par le premier opus à sa sortie et je pensais que le deuxième ne serait pas meilleur. Pourtant c'est le cas, notamment au niveau du scénario parce que le premier opus faisait office d'origin story alors que là on est sur des enjeux beaucoup plus importants. Mais avant, petit synopsis si vous ne l'avez pas vu. Et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, risque de spoil. Gwen et Miles sont repartis dans leur univers respectif et continuent leur vie de super-héros. Mais le multivers est en danger et les deux Spidey vont se retrouver au milieu de cette histoire. Notamment à cause du super vilain Spot, ou Tash en français, apparu pour la première fois dans le Peter Parker The Spectacular Spider-Man 97, 2 décembre 1984. Et à la base, ce personnage, c'est un cambrioleur sans grande envergure. C'est le genre qui se fait embaucher par le Grizzly. Et si tu ne connais pas le Grizzly, ça prouve bien que c'est des has-been. Mais ce qu'ils font de Spot dans ce film est complètement délirant. Et c'est bien parce que ça redore un peu le blason de ce super vilain de seconde zone. Alors on peut lui reprocher d'être une touche humoristique supplémentaire à un nombre déjà élevé de blagues de Spider-Man, mais quand il comprend ses capacités et qu'il arrive à son niveau ultime, là je peux vous dire, ça déconne plus. La scène où il devient quasiment que de la matière noire avec un effet de gribouillage, d'un point de vue visuel et sonore, ça anéantit tout l'aspect maladroit du personnage et on est face au mal incarné. On est au cœur du mal là, Carpentier. Et c'est une saga qui fait évoluer ses personnages dès le premier film. Pour Miles, on a d'un côté une situation familiale qui évolue, ça devient plus difficile de gérer les deux identités, et alors que dans le premier on se concentrait beaucoup sur l'oncle et le père, ici on découvre un peu plus la mère de Miles et la place qu'elle occupe au sein de la famille, même si on peut regretter que ce soit pas assez développé. L'histoire d'amour non avouée c'est toujours plus cool qu'un couple balèque qui n'a rien à raconter. J'en peux plus de ce couple. En plus, on nous montre qu'entre eux, il y a un lien fort, qu'ils se comprennent parce qu'ils vivent les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, très bonne idée d'avoir fait l'ouverture sur le personnage de Gwen. Après, c'est vrai que l'on peut regretter l'absence du côté intimiste que l'on avait dans le premier opus et qu'on a beaucoup moins ici. On ne prend pas le temps de se poser parce que l'enjeu principal de ce film, c'est le bordel dans le multivers. Et c'est quand même dommage de pas se poser quand le film dure 2h20. J'aime beaucoup l'idée de fatalisme, que tout est écrit, et ça dit quelque chose de ce personnage. Peu importe la nouvelle version que l'on nous donnera, on retrouvera toujours au moins une chose commune. Que ce soit la mort de Gwen, celle de l'oncle Ben, ou encore un dilemme éternel entre sauver une seule personne proche ou plusieurs personnes inconnues. J'aime cette idée que Spider-Man refuse que tout soit écrit à l'avance. En revanche, je suis quand même étonné que ce soit le seul Spider-Man qui ne l'accepte pas. Car en dehors d'un Spider-Man 2099, d'un Kane ou d'un Superior Spider-Man, la majorité est plutôt composée de Spider-Man plein d'espoir. Du coup, pourquoi Miles est le seul à refuser? Donc Miles doit gérer sa vie perso et puis la brigade du Spider-Verse qui est quand même plus cool à intégrer que les Avengers sur un aérodrome. Mais c'est pas grave, monsieur Stark, c'est parfait, merci beaucoup. Et Spider-Man c'est ça, c'est gérer sa vie de tous les jours, c'est un mec normal, comme nous, et à côté, il doit aussi gérer quelque chose qu'il dépasse, son statut de super-héros. Et évidemment, comme il a les deux, il gère mal les deux. Spider-Man est avant tout humain. Et vous l'aurez bien compris, tout ça c'est quand même mieux raconté que dans le MCU. Ah là là, ça franchement, on s'y attendait pas. Et tout s'imbrique parfaitement, le lien avec Alchemax et l'univers 42, la toile de la vie et du destin, le tout combiné pour créer une histoire qui se suffit à elle-même, sans avoir besoin de lire 1000 comics. Parce que oui, intégrer dans un film de 2h20 un élément aussi important de l'univers Spider-Man sur ces dernières années, c'est assez balèze. Dans les comics, il faut savoir que ça a mis des années à se mettre en place. En revanche, on peut regretter un récapitulatif à 2 reprises. La première fois pour expliquer ce qui s'est passé dans le premier opus, et la deuxième fois pour nous expliquer qui est Miles. C'est un peu redondant. Et donc, on est passé d'un film d'1h30 accessible pour les enfants à un film de 2h20 où clairement, les gosses vont être relous dans la salle au bout d'1 heure. N'emmenez pas vos jeunes enfants. Surtout le mec qui est arrivé à la bourre à la séance des Gardiens de la Galaxie avec son gosse de 5 ou 6 ans qui arrêtait pas de parler pour finalement se barrer au bout d'1h30. Toi t'es un débile. Et en plus de cette introduction un peu trop longue, on a aussi beaucoup de scènes explicatives. Ça c'est vraiment dommage, mais d'un autre côté c'est extrêmement compliqué de synthétiser cet aspect du Spider-Verse. Dans les comics, on a énormément d'explications sur ce run. Je pense qu'on ne peut pas y échapper à moins de faire une histoire plus simpliste. D'ailleurs pour le premier opus, je vous disais que niveau scénario, eh bien,
le comics Spider-Verse était certainement plus intéressant. Le deuxième opus, c'est tout aussi bon. Cette idée de faire une brigade Spidey qui tente d'arrêter Miles, offrant un film très peu manichéen, c'est vraiment une super idée. En plus, si vous ne connaissez pas Miguel O'Hara, faut savoir que ce Spider-Man 2099 est assez dur. C'est pas le genre à faire des blagues. Vous pouvez le découvrir dans ce run assez récent de 2015, ou alors avec simplement l'omnibus de Spider-Man 2099, qui t'explique un peu les débuts du personnage des années 90. En plus, tu peux faire la muscu. Et si tu veux équilibrer, tu prends celui-là. Comme ça, tu peux faire la muscu comme un bonhomme intelligent, parce que c'est des livres. Et puis, si tu sais pas lire, eh ben c'est pas grave, parce qu'il y a des images. Mais bon, tous ces petits défauts au niveau de l'écriture, je vous avoue que je m'en fous un petit peu, parce que j'ai pas vu les 2h20 passer, notamment à cause du visuel, parce que c'est un festival. Visuellement, j'ai trouvé le premier opus complètement dingue. Et alors le deuxième, il m'a foutu des frissons. J'ai même eu les yeux humides. J'ai halluciné tellement il y a d'idées. Dans une scène, tu vas avoir 4 plans à la suite avec des idées dans tous les sens et donc en un visionnage, t'as même pas le temps de tout assimiler. La caméra s'en fout de la gravité, s'en fout des conventions, elle est totalement libre. Et c'est là qu'on voit qu'on a des bons animateurs qui prennent en compte le fait qu'ils n'ont pas de contraintes spatiales. On a certains mouvements tout en douceur, comme cette caméra qui fait un 180 degrés pour nous mettre la tête à l'envers, donnant un effet upside down pour montrer que Gwen n'est pas en phase avec ce qui lui arrive. Et Miles vient s'asseoir à côté d'elle pour lui montrer du soutien, et donc on a une mise en scène qui sert le propos. En termes de design, l'univers aquarelle de Gwen est juste magnifique, et le décor n'est pas là juste pour faire joli, il prend en considération les sentiments des personnages. Lorsque Gwen est triste, le décor coule pour simuler des larmes qu'elle n'a pas sur le visage. Et quand elle va prendre son père dans les bras, eh bien tout d'un coup, toutes les couleurs froides du décor vont peu à peu être des couleurs chaudes qui émanent des deux personnages. On a clairement une mise en scène au service du propos, avec des personnages qu'on prend le temps de développer. C'est pour ça que quand je lis un torchon comme Mademoiselle qui te sort un papier en t'expliquant qu'il n'y a pas de développement de personnage, ça me fait bien rire. Et ça reproche au film d'avoir trop d'humour. Ouais, bon, comment dire? Spider-Man, c'est un personnage qui fait de l'humour pour relâcher la pression. Parce que à tout moment, quand il fait des combats, il risque de mourir. Et là, on a des dizaines de Spidey. C'est comme reprocher à une femme d'avoir ses règles tous les mois. C'est un peu une de ses caractéristiques biologiques, non? Voilà, je pense qu'avec cette analogie, les rédactrices de Mademoiselle vont comprendre. Merci. On retrouve aussi un système d'écran scindé qu'on avait déjà dans le premier film, sauf que dans le premier opus, je trouvais que ça faisait un petit peu gadget, en marquant une action sous plusieurs angles. Mais à l'époque, ça restait une très bonne idée et on avait des moments plus intéressants. Par exemple, la morsure d'araignée avec différentes échelles, allant du macro au microscopique. Mais dans Across a Spider-Verse, on a un autre élément typique du comics, c'est-à-dire appuyer un geste par un insert. Par exemple, un geste de la main. Comme dans un comics où nous retrouvons plusieurs cases sur une planche, nous retrouvons plusieurs cases sur un même plan. Et parfois, ça vient renforcer un lieu, comme quand Gwen dit de passer au milieu et que ce milieu se trouve être la case au milieu du plan. J'ai dit beaucoup de fois milieu, ce qui donne un effet de surcadrage, rendant l'espace encore plus étroit. Il y a des idées partout dans ce film. On a aussi Gwen qui s'éloigne de son père et donc du cadre, et avec l'écran scindé, on la voit dans un plan plus rapproché pour voir ce qu'elle ressent. Là où l'écran scindé est utilisé pour du spectaculaire dans le premier opus, dans le deuxième film, c'est plutôt pour les émotions. Alors vous me citerez certainement ce split screen de Into the Spider-Verse, mais dans ce cas précis, on est sur une utilisation assez basique qui a été démocratisée dans les années 70. Malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'exemples parce qu'avec un seul visionnage, c'est compliqué de creuser l'analyse. Sinon, en termes d'action, on a aussi la course-poursuite au QG de 2099, c'est le chaos total, on prend notre pied à chaque scène d'action. Pour magnifier Spider-Man et ses déplacements, c'est clairement au-dessus de Homecoming. Bon, j'abuse, il n'y a pas de building. On va dire No Way Home. Avec cette caméra qui ne sait pas cadrer son personnage alors que le but, c'est de le sublimer maintenant qu'il a enfin compris quel genre de héros il doit être. S'il a compris où était sa place, la logique voudrait qu'il soit bien centré dans le plan pour montrer qu'il a trouvé sa place. J'ai toujours pas compris pourquoi la caméra ne suivait pas le personnage. Et ne me dites pas que magnifier le héros c'est plus facile en animation qu'en live action, parce que cette scène finale de No Way Home, c'est la PlayStation 4. I'm sorry, I should shout.
D'ailleurs, Across the Spider-Verse ne peut être qu'un bon film, parce que justement, il tacle No Way Home. Et par extension, ma vidéo sur ce film du MCU est bonne, puisque je le tacle à la gorge. Donc, puisque je parle des références faites aux autres films, eh bien, allons-y, parce qu'il y en a dans tous les sens. Et bizarrement, j'ai pas trouvé ça indigeste. Peut-être parce que le propos de ce film s'y prête, et que l'on sait mettre en place les apparitions des Spidey. On n'est pas en train de nous faire une entrée bidon en mode « Coucou, je suis Spider-Man ». Chaque Spidey principal a une personnalité et un rôle à jouer. On a bien évidemment Gwen et Miles, Miguel qui est le radical, Spider-Punk en marche qui va contourner les ordres, Jessica Drew qui a un rôle de mentor, mais il faut bien l'avouer, cette Spider-Woman est un peu trop absente, je pense qu'elle aura un plus gros rôle dans le troisième opus, et puis Gwen et Peter B viennent apporter de la matière à Miles, tout en donnant aux spectateurs une autre vision d'eux. Encore une fois, loin du manichéisme, on a deux personnages qui sont pas loin de la traîtrise. Et puis pour les autres personnages un peu plus secondaires, leur apparition fait des références plutôt intelligentes. Par exemple, Ben Reilly. La première fois qu'on le voit, il est en train de pleurer contre un mur. Et ce n'est pas anodin. La saga du clone, c'est beaucoup de crises existentielles sur le fait que Ben Reilly comprend qu'il n'est qu'un clone. Moi, je suis pas Spider-Man. Et puis c'est toujours marrant de se moquer de Ben Reilly parce que la saga du clone, globalement, n'a pas été très appréciée. Mais on kiffe voir notre Scarlet Spider avec son design à la manière de Steven Butler. Et lors d'une scène en solo, on le voit commenter tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il voit. Et ça, c'est pas anodin non plus. Parce que les années 90, c'est aussi énormément de blabla en train de commenter tout ce qui se passe. Merci Frank Miller d'avoir mis du texte partout dans tes comics. On sait que c'est de ta faute si tout le monde a fait pareil derrière. Et donc, même si on se moque, il y a un réel hommage au personnage. Notamment parce que ce design de Steven Butler, il vient pas de nulle part non plus. Il est issu de Web of Spider-Man 118, qui est la première apparition de Ben Reilly en tant que Scarlet Spider. Les mecs ont bossé leur sujet. Et plus globalement, quand on lit Spider-Man depuis des années, bien je vous avoue que c'est quand même rigolo de faire le listing de tous ceux qu'on voit à l'écran. Même si ces versions n'ont pas toujours le design d'origine. Et ils y sont allés à fond côté multivers, c'est-à-dire qu'ils ont aussi intégré du live action, et c'est pas facile. N'est-ce pas tic et tac? Après, ils ne font pas trop interagir le live action avec l'animation, donc c'est tout de suite un petit peu plus simple, hein. On va pas se le cacher. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de faire cohabiter les styles sans faire sortir le spectateur du film. C'est-à-dire que l'on a uniquement de l'animation pendant plus d'une heure et d'un coup, boum, un univers Lego, des extraits de films de Raimi et Webb dans la toile de la vie et du destin. C'est brutal et pourtant ça fonctionne. Et je trouve assez ironique que certaines références, je les trouve hyper drôles dans ce film, alors que dans d'autres, je considère que c'est de la merde. Voilà, ici ça fonctionne, on a le sens du timing, on a du montage. Quand on le fait, c'est pas histoire de dire « Levez vos doigts pour faire une ref, merci c'est bon, coupez ». Les gens sur ce projet ont vraiment bossé leur sujet, que ce soit dans la narration ou dans le visuel. Vous vous doutez bien que sur Captain Watch, je l'ai noté j'adore. Et peut-être qu'il faudrait que je le revoie, mais pour le moment, je considère que c'est le meilleur Spider-Man avec le deuxième opus de Raimi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me donner votre top flop Spider-Man et aussi la note que vous avez donnée à Across the Spider-Verse sur Captain Watch. Et maintenant, on attend avec impatience le troisième opus. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Mettez un petit pouce bleu pour donner de la force à cette vidéo qui sort après tout le monde. J'aurais pu la sortir il y a une semaine, mais je voulais faire un truc propre. Donc, partagez-la un max sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!